Bonjour à tous et bienvenue pour la première table ronde de la journée. Donc du coup aujourd'hui on va parler de réalité virtuelle, est-elle un effet de mode? Donc je vais laisser mes intervenants se présenter tour à tour si vous ne les avez pas vus hier. Eh ben bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis streameuse et youtubeuse à mes heures perdues et je suis aussi 3D artiste. Voilà. Moi c'est Lola, mon pseudo c'est la développeuse du dimanche. Je suis développeuse indépendante et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je retranscris mon expérience de dev. Donc moi c'est Miss Mew, je suis youtubeuse et game designer et donc sur YouTube je fais des séries de vulgarisation sur jeux vidéo et des let's play de jeux indépendants et prototypes de Game Jam. Bonjour, moi c'est Maxime, youtubeur et streamer à mes heures perdues également et du coup j'ai pas mal testé un peu la VR et je suis community manager sinon en temps normal, voilà. Ça marche, je vous remercie. Donc du coup la première question qu'on va se poser c'est déjà la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'apporte-t-elle réellement aux jeux vidéo? Donc, qui veut commencer? Alors, en essayant de donner une définition pas trop nulle, la réalité virtuelle, en fait, ça va être d'interagir avec un environnement en 3D ou non, mais qui est coupé de la réalité, par exemple via un casque, à dissocier de la réalité augmentée, qui est là voir des objets virtuels, mais transposés dans un monde réel. Là, la réalité virtuelle, ça va vraiment être évoluer dans un monde coupé du réel, avec des retours plus ou moins... impactant pour l'immersion. Ça peut aller du retour haptique aux trucs les plus évolués avec des odeurs diffusées quand on se déplace dans un environnement en 3D. Donc vous connaissez certainement l'Oculus ou le PSVR. Voilà, c'est souvent à ça qu'on identifie la VR. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose de plus précis, mais... Genre, juste pour reformuler ce que tu as dit, mais c'est complètement juste, c'est important de différencier les deux. La réalité virtuelle, c'est vraiment, le but c'est de vous transporter dans un autre monde. La réalité augmentée, le but c'est de transporter un objet d'un autre monde dans votre monde réel. Voilà. Non mais c'est à peu près ça, Est-ce que tu veux que c'est une simulation qui peut jouer sur plusieurs de vos sens et dans le jeu vidéo, on va effectivement pour l'instant se limiter au casque VR avec éventuellement un simulateur pour l'odorat et des manettes qui vont capter le mouvement au maximum. Donc pour l'instant, c'est les simulations les plus complètes qu'on ait, hors installation vraiment complexe, qui vont prendre en compte votre mouvement dans le corps et vraiment essayer de faire des simulations plus complexes. Juste pour rajouter que ça arnaque le cerveau en mettant une image à gauche, comme tu l'as habituellement quand tu regardes quelque chose dans la réalité, une image à droite, et ton cerveau recompile automatiquement et c'est comme ça qu'il arnaque, comme ça que le casque arnaque en fait le cerveau pour dire hey, regarde, tu es en fait dans cet univers-là. Voilà, juste pour ajouter ce point de précision sur comment ça se passe. Par rapport à ce que ça apporte aux jeux vidéo, par contre, ça apporte énormément de possibilités qui sont différentes de ce qu'on peut faire d'habitude, dans le sens où il faut prévoir le fait que la caméra va être complètement libre. Le fait ne serait-ce que graphiquement aussi, je pense que tu pourras en parler un petit peu plus de façon un peu plus pointue que moi. Graphiquement, par exemple, on ne peut pas exactement faire la même chose. Les déplacements de caméra ne pourront pas être gérés de la même façon. Les proportions ne seront pas les mêmes que lorsque vous êtes avec une manette, par exemple. Parce qu'il faut qu'on puisse gérer votre mouvement de caméra sans vous rendre malade au plus proche de la réalité. Il faut qu'on simule de façon la plus proche de ce que l'œil humain perçoit. Ce qui est en fait pas une chose si facile que ça. Et en termes de gameplay, par contre, ça nous permet de faire énormément de choses différentes tout en étant extrêmement limité, puisque par exemple, on ne va pas pouvoir gérer le déplacement. Donc il va falloir quand même qu'on restreigne vos déplacements ou bien qu'on les simule de façon plus classique avec une manette. Du coup, on a d'autres limites derrière, mais en termes de gameplay, ça nous apporte énormément de choses de pouvoir vous dire on va te mettre des jumpscares derrière toi, mais c'est toi qui regardes, c'est toi qui décides. On va mettre des décors beaucoup plus fouillés, beaucoup plus complexes tout autour. Par exemple, je pense à Elite Dangerous, qui permet que je prononce très mal, qui permet de vraiment se poser dans un cockpit de vaisseau spatial et de regarder tout autour de soi le cockpit et par les fenêtres l'espace. Ce qui est une très bonne façon de simuler une aventure. Et du coup, et pour rebondir sur l'aspect graphique de la réalité virtuelle, je pense que le plus important... Le but de la réalité virtuelle, le premier but, c'est vraiment l'immersion. C'est-à-dire que l'idée, ça va de vous faire croire de manière la plus cohérente possible que vous êtes dans cet univers. Et par rapport aux jeux vidéo, ça donne une immersion qui est pratiquement inégalable. Je pense que jouer à un jeu vidéo
à la première personne, comme Resident Evil 7 ou Skyrim ou quoi que ce soit, juste avec son écran, sa souris, son clavier, on est déjà bien immergé parce que la vue à la première personne fait beaucoup le travail. Mais malgré tout, avoir le casque de réalité virtuelle en plus sur soi, ça va demander des adaptations, évidemment, mais ça va vraiment booster encore plus l'impression d'être dans cet univers au point que, pour peu que ce soit bien fait, c'est-à-dire que, par exemple, si jamais en descendant ma vue avec le casque, je vois le corps de mon personnage ou des choses comme ça, c'est des petits détails qui rendent l'immersion absolument merveilleuse. Enfin, je pense pas qu'on pourrait faire mieux en termes d'immersion. Bien sûr, après, on pourrait rajouter tous les sens, en fait, vu que la réalité virtuelle peut se permettre de simuler beaucoup de sens avec l'odorat, avec peut-être le toucher, un jour on ne sait pas. Et du coup, voilà, d'un point de vue graphique, ça sous-entend vachement plus de mettre les choses aux yeux des joueurs, puisque on doit se mettre à taille humaine, ce qui est un peu plus compliqué pour des jeux qui n'avaient pas prévu ça à la base. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui apportera aux jeux vidéo qui vont se centrer autour de l'immersion dans l'univers. Un jeu vidéo qui a pour seul but d'être un jeu de plateforme, par exemple. Je vois mal l'utilisation de la VR, mais je pense que ça doit être faisable. Mais bon, voilà, ça me paraît un peu bizarre. Mais un jeu vidéo dans lequel on n'a pas forcément grand-chose à faire, où le seul but c'est l'exploration, je pense qu'il sera encore plus magnifié en VR, parce qu'on sera dans cet univers pour de vrai, encore plus que juste avoir un écran avec une vue à la première personne. Et je pense à un jeu comme No Man's Sky, par exemple, qui, je pense, gagnerait beaucoup en VR, parce que c'est le but principal du jeu, c'est vraiment de te dire, t'es là, t'es dans cet univers. Voilà. Et j'apporte juste quelque chose d'un point de vue développeur. En fait, ce que ça apporte aussi la VR, c'est des nouvelles réflexions sur le game design. C'est un nouveau support et en fait, il y a tout à réapprendre et revoir tous les codes. Je compare souvent ça du passage de la 2D à la 3D dans le jeu vidéo. Par exemple, quand on est arrivé avec la Nintendo 64, la PS1, on a dû tout repenser. Comment va fonctionner la caméra? Comment on va se déplacer? Comment on va réussir à se repérer? Et en fait, le passage à la VR, c'est un peu pareil. Maintenant, en game design, on va se dire, OK, maintenant, la caméra, ça va être le regard du joueur. Les déplacements, c'est une nouvelle contrainte. Donc, ça va vraiment demander des nouvelles études, des nouvelles recherches, des nouvelles théories, des nouvelles façons de faire de l'ergonomie. Donc vraiment d'un point de vue développement, c'est hyper stimulant. Et aujourd'hui, la technologie essaye de tenter des choses. J'ai par exemple vu une fois un jeu de tir à l'arc que je trouvais vraiment cool, et on parlait un peu retour haptique tout à l'heure. Donc là, on n'est pas vraiment sur du hyper évolué, mais par exemple sur ce jeu de tir à l'arc, c'était avec le Vive. Les vibrations du Vive étaient tellement haute définition, parce que c'est vrai qu'on peut parler de vibrations de définition, qu'on avait vraiment l'impression de tirer sur la corde, puisque les vibrations correspondaient vraiment à ce qu'on peut expérimenter quand on fait du tir à l'arc. Donc point de vue technologie, c'est vraiment cool. Et il y a aussi maintenant des gens qui ont mis en place des grandes installations, des grandes salles avec beaucoup de capteurs, beaucoup de caméras pour capter les distances et un joueur dans l'espace, et qui au final vont utiliser cet espace réel pour faire croire que l'espace virtuel lui correspond, c'est-à-dire qu'en gros il y aura une nouvelle texture sur une salle qui existe dans la vraie vie, et qui permet vraiment des déplacements larges et libres. Donc vraiment, ça apporte des problématiques totalement différentes, et j'ai hâte de voir en fait ce que les game designers vont pouvoir faire à l'avenir sur la VR. Voilà. On passe à la suite. Donc du coup, les plateformes, on les a légèrement abordées, donc PSVR, Oculus et autres. Qu'est-ce que ça apporte aux jeux vidéo également? Mais du coup, quelles sont les limites actuelles de la conception du jeu en réalité virtuelle actuellement, aujourd'hui? Alors là, du coup, je vais intervenir puisque, comme je suis community manager dans une école qui forme justement aux jeux vidéo, on a eu deux cas de figure, puisqu'on a eu un premier jeu qui a été fait maintenant il y a 2 ans, qui là était pour l'Oculus. Et l'an dernier, là, on a eu un jeu qui a été fait sur HTC Vive, que d'ailleurs vous pouvez tester ici au salon après cette conférence. Voilà, petit point pub. Mais pour revenir dessus, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, comme ça a été dit, il faut gérer quand même, faut réussir à amener ça à l'être humain, à la taille de l'être humain. Donc, il faut générer les objets à cette taille-là, et c'est pas comme si on générait effectivement un jeu où on a dit, hey, regarde, en fait, si c'était vraiment dans la vraie vie, ça ferait une toute petite taille comme ça. Je me rappelle que sur le jeu avec Oculus, parce qu'à l'époque j'étais encore étudiant dans cette école-là, et je parlais avec les mecs de l'équipe, et ils avaient dû resizer un peu la caméra, parce que sinon, au niveau de la taille des objets, même ils avaient dû les faire de manière un petit peu plus importante que dans la réalité. Et ça se voyait même sur leur toute première build, parce que en fait la table est arrivée là, quoi.
alors que tu étais censé être assis. Donc au fur et à mesure, c'est recalibrer la caméra, c'est recalibrer le fait d'y être. Ça va aussi influer sur les lumières. Et à terme, si on doit avoir un personnage aussi qui est fait là-dedans, comment on va apporter une ombre pour vraiment être immergé aussi, parce que ça va être compliqué. Donc c'est plein de nouvelles choses effectivement qu'il faut prendre en compte. Et pour rebondir un petit peu sur les applications de la VR, pour le moment aussi l'une des limites, mais là c'est plus quand on joue, c'est de rester encore avec des manettes. L'HTC a totalement dégagé un petit peu l'Oculus là-dessus, parce que l'Oculus t'es assis, t'as ta petite caméra qui capte tes mouvements, et par contre t'as ta manette. Bon bah voilà l'immersion quoi. Si je devais avancer avec une manette de Xbox tous les jours, oui ça serait immersif, mais là avec le HTC au moins c'est des extensions des mains quoi. Et ce qu'on avait vu sur le projet du Vive qu'il y a eu là, c'est qu'on pouvait combiner un kit de motion capture au niveau des gants avec justement le Vive. Il y avait un plugin pour ça, donc à l'avenir est-ce que justement ça aussi ça sera utile pour ce genre de choses. Mais là j'ai un petit peu divergé du point abordé. En termes de limite, oui justement, moi je vais revenir en termes de gameplay sur le mouvement, le fait de se déplacer dans un espace alors qu'on ne bouge pas. C'est extrêmement complexe à traiter en termes de game design, parce que par exemple on va avoir des jeux où on va se téléporter d'un point à l'autre. On va dire Revive, téléporte-moi là-bas. Hop, on y est. Ça permet de faire le Vive permet de faire des choses excellentes, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Job Simulator, qui est extrêmement cartoon, extrêmement drôle, et extrêmement bien fait en termes de gameplay, justement parce qu'on se déplace un petit peu, mais dans un tout petit espace. Et notre but, c'est vraiment de toucher à tout ce qu'on voit autour de nous. On va être sur un petit stand de café, à essayer de faire du café, à essayer de faire cuire des steaks, des trucs comme ça. On va être sur un bureau, dans un petit open space, dans notre petit cubi comme ça de bureau, à essayer de faire nos petites tâches. Donc là, on va être obligé de restreindre l'espace de déplacement dans le jeu, pour éviter justement de trop couper justement le rapport et la suspension de crédibilité en fait quand vous êtes dans le jeu. C'est éviter de vous rappeler que vous êtes dans un jeu tout le temps quoi. Vous le savez, mais est-ce qu'on va vous le rappeler de façon aussi violente qu'en coupant vos déplacements alors qu'on vous demande de bouger partout tout le temps, de bouger votre tête, bouger vos bras, etc. Et pour une fois par contre j'ai vu récemment un jeu dont j'ai évidemment oublié le nom parce qu'il n'est pas encore midi, un jeu qui est un jeu de plus ou moins de parcours en fait, donc vraiment le parcours, vous savez, sauter partout, courir très vite, où on joue une espèce de robot. Et là pour le Vive justement, ils ont trouvé une façon de faire courir qui fonctionne avec les bras, où justement on va devoir utiliser les gâchettes et appuyer sur la gâchette, relâcher, appuyer sur la gâchette, relâcher, mais pour chaque pas, sur chaque bras, ce qui fait que les mouvements de bras vont créer la vitesse. Et du coup, certes, ça va être hyper fatigant, mais toutes les interactions vont vous demander de bouger et d'appuyer. Ce qui va reproduire plus ou moins une sensation effectivement de mouvement et qui va vous donner vraiment l'impression de provoquer ce mouvement. Et c'est la première fois que j'ai vu ça et que j'ai trouvé ça bien fait. C'est peut-être pas encore tout à fait au point parce que c'est la première fois que je le vois, mais c'est la première fois que j'ai l'impression, ah oui, on peut se déplacer comme ça en VR sans demander à quelqu'un d'avoir un tapis de course, quoi. C'est ce qui est plus compliqué. Mais sinon, pour moi, une des plus grosses limites, à part le visuel effectivement, c'est les déplacements et comment maintenir un jeu qui soit pas tout le temps on vous assoit dans un tout petit espace, mais qui en même temps vous dise pas joystick pour avancer quoi. Et pour moi c'est vraiment une des grandes limites pour le moment. Moi du coup là c'est cool ce que tu dis parce que genre j'ai dit il y a 5 secondes que je voyais pas l'intérêt de la VR pour la plateforme. Du coup voilà. En fait finalement je pense que la VR pourra être utilisée dans tous les styles de jeu, mais c'est juste qu'effectivement ça va demander complètement un nouveau travail de création. Il va falloir revoir complètement les styles de jeu et peut-être qu'on pourra faire des beats and all en VR qui seront super cool, mais du coup il faudra pas du tout les créer de la même façon. Et du coup c'est super chouette, ça donne beaucoup de... En fait c'est un petit peu ce que je regrette pour l'instant, mais je vais dire quelque chose de complètement stupide, mais... Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de jeux VR. En fait, tous les jeux VR qui sont cool pour l'instant sont des petits prototypes, des petits jeux, des petits machins. Voilà, c'est des trucs qu'on voit des youtubeurs, des streamers en faire, mais ça dure 1 heure, 10 minutes ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est des démos techniques, c'est ça. On sent qu'ils sont en train d'expérimenter en fait avec la VR. Mais quand tu vas vers un jeu censé, genre un jeu AAA ou des trucs genre maintenant ils font des publicités de films en VR. Je pense à Stranger Things, ils ont fait un truc en VR et tout. En fait, le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y a aucune
justification réelle de la VR, si ce n'est pour te dire tu regardes quelque chose. Tu es là, tu attends, tu regardes quelque chose, tu peux te déplacer et tout. Comme c'est en VR, forcément, tu as l'impression d'être dedans, tu es immergé et tout, c'est chouette. Mais finalement, l'excuse principale, c'est de te faire regarder quelque chose et tu attends. Et du coup, heureusement qu'il y a toutes ces petites démos techniques qui sont là, qui cherchent à créer des gameplays intéressants avec la VR. Et pour l'instant, je trouve que la VR est un petit peu sous-exploitée en mode on va faire un jeu qu'on crée d'abord pour l'utilisation clavier-souris. Je pense à par exemple à Resident Evil 7. Qui voilà, a été fait comme un jeu normal qu'on fait à la manette. Et après, ils ont dit mais vous pouvez mettre le casque VR. Et du coup, c'est cool, tu refais le même jeu avec la VR. Bah, c'est bien, genre, t'es un petit peu plus dedans, mais finalement, voilà, c'est pas la meilleure augmentation du monde. Et du coup, voilà, pour l'instant, je suis complètement d'accord. Je pense que la seule limite de la VR, c'est ce qu'on va en faire, en fait, finalement, comment on va trouver des techniques pour réadapter tous les jeux qu'on a à la VR. Et pour l'instant, on en est encore à l'aspect démo technique sur pas mal de jeux. Et j'ai hâte qu'on passe un petit peu cette étape. Moi, question limitation, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais sur les déplacements parce que ça ressemble sans être totalement ça. C'est le côté relation que tu as à ton avatar, puisque dans beaucoup de jeux, tu vas avoir tes mains d'afficher, par exemple, si tu utilises le Vive, mais si tu bouges tes doigts, tu vas pas le voir sur ton avatar. Donc il y a une sorte de petite dissonance entre ton cerveau, le geste que tu effectues et ce que tu vois, qui crée un décalage. Je sais qu'il y a un jeu qui marche bien pour ça, mais pour le coup, c'est plus, comme tu disais, une petite bidouille ou une démo technique. Je pense que c'est un des premiers trucs en plus à être sorti. C'est un jeu où, pour jouer, pour qu'il fonctionne, il faut placer ses mains sur un clavier et appuyer sur des touches. Et il ne faut pas les bouger. En fait, non, c'est que si tu maintiens tes mains sur les touches, le jeu va continuer de se dérouler. En fait, tu n'as pas vraiment d'interaction, tu dois juste attendre. Et le but, c'est de te faire peur, puisque tu ne peux pas bouger. Tes mains correspondent réellement à ce que tu vois sur le clavier et ce que tu fais chez toi, parce qu'en plus, c'est même tes mains, je crois, qui sont sur un clavier virtuel. Et tu vois genre des gens qui rentrent dans une salle, tu peux juste tourner la tête, tu vas voir des trucs qui vont te monter sur les bras. Et en fait, ça marche très bien, parce que tu es exactement dans le même setup dans le monde virtuel et dans la vraie vie. Et pour moi, la vraie limitation, c'est ça, t'as un peu l'impression d'être une caméra flottante quand tu joues. Souvent sur le Vive, tu vois pas tes bras, c'est juste des mains qui flottent, parce que sinon ça peut pas trop gérer les coudes et compagnie, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, les articulations, le skinning, ça marche pas par rapport à tes vraies proportions. Si tu baisses la tête pour regarder, des fois tu as un corps, des fois tu n'en as pas. Du coup, quand tu baisses la tête et que tu vois pas de corps, pareil, il y a une petite dissonance qui se fait. Donc un jour, peut-être, tu pourras, mais alors là, ça va être compliqué et coûteux, mais avoir soit des gants, soit des combinaisons qui sont capables de retransmettre en direct un avatar qui fait exactement tes mouvements. On n'en est pas là, je sais pas trop où on est l'état de la recherche, mais une fois que ça sera fait, il y aura peut-être des trucs vraiment intéressants qui vont naître, et ça va casser de grosses limitations pour l'instant qui sont sur support. Pour rebondir là-dessus, tu demandais justement, tu savais pas où on en était. Il faut savoir que maintenant, par exemple, tous les jeux vidéo, plutôt AAA, mais même les jeux vidéo indépendants, qui ont des animations, enfin qui ont des jeux en 3D et des animations très réalistes, c'est du motion capture. Donc c'est complètement ça. Ils ont pris une combinaison, ils ont enregistré les mouvements d'un véritable être humain. Donc si on est capable de faire ça pour les jeux vidéo, pour arriver à faire des belles cinématiques, des belles animations dans les cinématiques, c'est vraiment pas fou de se dire que si ça se trouve dans 10 ans, tout le monde aura une motion capture chez lui et pourra faire enregistrer ses mouvements en direct sur un jeu vidéo. Du coup, oui, et une grande maison, oui. Justement, une autre limite dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'accessibilité. C'est-à-dire que pour l'instant, les dispositifs de VR sont excessivement chers, plus ou moins selon les dispositifs, bien sûr. Vous pouvez avoir un petit casque en carton Google pour jouer à des petites simulations sur votre téléphone portable, mais majoritairement, les meilleurs dispositifs de VR comme le Vive sont excessivement chers, plus qu'une console ou le même prix, il faut un PC derrière qui va avec aussi. Et aussi en termes d'accessibilité, le problème, c'est qu'à force de rajouter du mouvement partout, on laisse encore le handicap de côté, ce qui est déjà complexe. Je veux dire, il y a déjà des personnes qui ne peuvent pas jouer des deux mains à un clavier et une souris. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir une manette. Il y a des personnes qui ont d'autres problèmes de vision, des problèmes moteurs. Et la VR va aussi renforcer cet écart. Parfois, on va au contraire l'améliorer. Par exemple, quelqu'un qui effectivement ne peut pas bien bouger son corps, le fait de pouvoir bouger la tête et d'avoir ce mouvement qui est capté, ça peut aider. Mais pour ça, il faut qu'on y réfléchisse aussi dès le début à comment rendre aussi les jeux VR accessibles au plus grand nombre. Ce qui n'est déjà pas une question qu'on se pose toujours dans le développement de jeux classiques. Et en termes d'accessibilité, la VR, pour l'instant, c'est vraiment pas ça.
Alors justement, je vais aussi rebondir sur un autre point, sur une autre limitation qui est la limitation technique. Tu as déjà parlé de l'accessibilité en soi. Effectivement, déjà, il faut avoir la thune à mettre pour un Vive, quoi. Ça fait quand même... Maintenant, je crois que c'est aux alentours de 700 € pour un HTC. Nous, on l'a pris, ça coûtait 1000 balles. Et effectivement, derrière, il faut quand même un PC solide pour faire tourner le truc de manière fluide. Et pour le développer, il faut aussi un PC relativement solide. Et d'ailleurs, lorsque le jeu qu'on a sur HTC Vive est passé, le jury a reconnu que c'était déjà très bien pour un jeu étudiant d'avoir pris le pari d'aller sur le HTC Vive, parce que faire un jeu fluide aujourd'hui sur de la VR, c'est compliqué. Ça reste compliqué, ça reste quelque chose d'assez compliqué à obtenir. La limitation, elle reste aussi très technique pour le moment, parce que même avec les meilleures cartes graphiques qu'on a sur le marché, c'est pas encore tout à fait prêt pour ce genre d'expérience-là. Parce que ça demande quand même aussi une richesse au niveau des détails. À partir du moment où tu fais un objet qui fait la taille d'un être humain, si tu mets pas les textures qui vont avec et que tu restes sur des textures en 1280 par 720p, ça va vite se voir, quoi. Donc du coup, est-ce que la VR est donc du coup en marge de devenir un standard du jeu vidéo, ou son utilisation pourrait plutôt révéler d'autres secteurs que le jeu vidéo et finalement déserter le jeu vidéo pour d'autres secteurs? Alors, est-ce que ça va prendre tout le pas dans le jeu vidéo? Non, évidemment. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, j'imagine pas un platformer, ou alors faut que ce soit au rez-de-chaussée, quoi, et que ça soit solide. Ça va être un pendant du jeu vidéo, clairement, et même au-delà du jeu vidéo, des salles, il y aura peut-être très certainement la VEC 2.0, des salles d'arcade qui permettront tout un tas de genres de jeux différents, hein, parce qu'il faudra le tapis pour ça, faudra le machin pour ci, etc. Et au-delà de ça, il y a quand même un très gros pendant qui arrive, et qui là est plus sur le serious game, entre guillemets, plus même l'application de formation, puisque tu as des entreprises qui vont se servir de ça pour justement peut-être former les gens. On peut avoir ce genre de choses. Je sais qu'il y a un ancien étudiant de notre école, lui il avait pour projet de faire un truc de formation pour le personnel qui est sur les sites Céveso, parce que sinon une formation ça coûte super cher, faut faire des exercices en conditions, etc. Du moins son projet a l'air cool quand même. Après ça, il y a des tas d'autres applications, même pour t'entraîner, je sais pas moi, à l'avenir, peut-être que pour s'entraîner sur des opérations chirurgicales hyper complexes, au lieu de le faire sur un corps ou autre, même si la personne est morte, tu vois, par exemple en date, la dernière transplantation de tête qu'ils ont fait, où l'opération a duré je sais plus combien d'heures et c'était sur un cadavre avant de faire sur le modèle vivant, tu pourrais réexpérimenter plusieurs fois, parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est bien gentil de disséquer plein de cadavres, mais c'est pas très respectueux, même si tu as légué ton corps à la science. Donc voilà, ça peut être des applications professionnelles comme ça qui peuvent être hyper utiles et qui peuvent servir pour des tas de choses. Enfin bon, je me vois mal m'exercer à la médecine sur Surgeon Simulator, hein, je sais pas pour vous. Mais effectivement, je pense pas que la VR soit en phase du tout de se généraliser, justement parce qu'elle n'est pas accessible. Justement parce qu'elle demande d'avoir de l'espace. Alors moi je vis à Paris, donc clairement j'ai pas d'espace. C'est même si j'avais un casque VR et de l'argent pour, j'ai pas d'espace chez moi pour ça, quoi. Je passerais mon temps à me cogner dans les meubles. C'est ça, faut changer d'appart en plus. Ça. La facture devient lourde quand même, tu vois. C'est ça. Un casque, PC, appart, super. Voilà, c'est ça. Donc non, ça va pas se démocratiser à ce point. C'est pas un effet de mode forcément, parce que, à mon sens, justement, il y a des innovations très intéressantes qui peuvent être faites dans le jeu vidéo avec la VR. Mais pour moi, justement, si la VR se démocratise plus, ce sera pas par le jeu vidéo. Ce sera par d'autres applications, ce sera par les visites virtuelles, ce sera parce qu'il y a des musées qui font ça actuellement, ce sera par l'application pour la publicité, par d'autres trucs. Par exemple, la New York Fashion Week a fait un défilé en réalité virtuelle. Entièrement. On pouvait se balader, regarder les modèles, les regarder passer sur le runway. Il y a des expérimentations comme ça qui sont faites et qui valent le coup. Mais c'est ces expérimentations-là qui vont rendre la VR familière pour tout le monde, fait qu'on n'aura plus peur de mettre cette espèce de gros casque pour les personnes qui jouent pas, par exemple. Quelqu'un qui n'a jamais touché un jeu vidéo, qui ne sait pas ce que c'est qu'un casque VR, tu lui montres un casque VR, il est là, oh là, tu veux que je mette ça là? Non, je vais peut-être pas faire ça, non, ça me tente pas, merci. Alors que maintenant, dans les musées, on peut avoir des visites virtuelles en réalité augmentée, etc., voire des visites virtuelles de lieux à distance. Et c'est ça qui va rendre la réalité virtuelle familière et qui va aussi permettre d'en mettre plus dans le jeu vidéo.
Parce qu'une fois que les gens sont familiers de la VR et que ça devient plus accessible en termes de prix, c'est là que le jeu vidéo pourra vraiment en profiter. Mais pour l'instant, ça ne viendra pas du jeu vidéo. D'ailleurs, il faut savoir que maintenant, la réalité virtuelle est vraiment en train d'avoir beaucoup d'importance dans l'architecture. Et par exemple, si vous allez à Ikea, vous pourrez visiter votre cuisine en 3D avant même de l'avoir achetée et installée chez vous. Parce que voilà, maintenant, la VR et la 3D commencent à servir beaucoup plus de secteurs qu'on ne le pense. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est cool à prendre en considération. Imaginons que voilà, la 3D, c'était un effet de mode, imaginons, et que ça finisse par couler dans l'oubli pour le jeu vidéo. Ça restera vraiment, je pense que ça restera utilisé pour l'architecture et pour d'autres trucs qui... pour eux, c'est vraiment une espèce de révolution en fait. Tu peux proposer à quelqu'un d'acheter une maison et tu peux lui faire visiter sa maison avant même qu'il l'ait. Tu peux vendre des projets à des investisseurs en leur disant bah voilà, le garage sera là, la maison sera là, voilà. Il y a vraiment des possibilités absolument incroyables. Du coup, la VR, ce qui est génial, c'est qu'elle a commencé pour les jeux vidéo et peut-être qu'en fait elle va, comme avec tous les exemples que vous avez dit, elle va s'étendre à beaucoup plus de secteurs que juste les jeux vidéo et je trouve ça vraiment génial parce qu'on va vraiment pouvoir, on va en voir un petit peu partout et ça me fait penser à le film Ghost in the Shell. Alors c'est un bon film ou un mauvais film, je vous laisse décider, mais le film Ghost in the Shell faisait quelque chose d'assez marrant avec ces panneaux publicitaires qu'on voyait un petit peu partout, genre je crois pas que les humains avaient des implants, il me semble que voilà, il y avait des hologrammes qui se baladaient un petit peu partout. Hologramme et réalité virtuelle, c'est très très lié aussi puisque c'est hologramme, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est un petit peu la même idée, on va dire. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment quelque chose, c'est un fantasme humain de cette idée de mettre des trucs virtuels dans le vrai monde tout le temps. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et je pense que la réalité virtuelle, peu importe le domaine dans lequel elle va partir, c'est le genre de truc qui va finir par envahir notre quotidien dans plein de secteurs différents. Et je pense que ça va vraiment rester pour l'avenir, tout simplement. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais j'espère pas trop de pubs, parce que c'est très très invasif et c'est chiant. Vous imaginez les pubs maintenant quand on va jouer à des jeux mobiles en réalité virtuelle, les pubs qu'ils vont pouvoir nous mettre, on pourra même pas couper le son, on pourra pas juste regarder ailleurs, on pourra pas changer d'onglet, il faudra juste fermer les yeux et attendre que ça passe. Ça va être horrible. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas envie que ça arrive non plus. Après, pour la VR et ses utilisations, il y a souvent l'erreur de se dire « Ah, la VR, ça va être un truc ultra démocratisé dans le jeu vidéo pour les joueurs eux-mêmes. » Les gens attendent que ça marche sur ce secteur, mais en fait, actuellement, la VR marche très bien, mais de business à business, en fait. C'est les entreprises entre elles qui utilisent la VR pour se vendre des projets, pour amener des investisseurs. Je pense notamment aussi au cinéma, par exemple... il y a un film qui va sortir, eh bien, on va demander à un studio de proposer une expérience VR de ce film pour faire la promotion. Pareil pour les séries, donc ça marche très bien, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est un des secteurs qui se développe beaucoup et qui fait ses preuves en ce moment. Après, voilà, moi je pense pas que ça se démocratisera chez les joueurs eux-mêmes, puisque voilà, c'est trop contraignant, c'est trop cher. Par contre, clairement, on va avoir, et ça commence déjà, maintenant le retour des salles d'arcade en VR, puisque clairement avant si tu n'avais pas l'argent pour t'acheter une console super chère, ce que tu allais, c'est que tu allais dans la salle d'arcade du coin, tu faisais quelques parties, ça te coûtait pas cher. Là, on va retrouver en fait ce mode de consommation de jeux vidéo là. On va sortir, on va aller dans une salle VR, on va passer la journée, c'était cool, mais t'as pas à t'encombrer de ça chez toi parce que ça prend de la place, ça coûte cher. Donc moi, je pense que c'est vraiment là-dessus que ça va se diriger. Dans l'avenir, et ça en fait c'est déjà plus ou moins là. Pour ceux qui passent par Paris, je sais que par exemple que pas loin de la bibliothèque François Mitterrand, ils ont un espace entier de VR avec pas mal de matos qui a l'air vraiment chouette. Et aussi le dernier secteur dans lequel j'ai entendu parler de la VR et qui marche pas mal, c'est pour ce qui est thérapie et phobie. Il y a beaucoup de gens qui, pour traiter des phobies, en fait le font en VR. Voilà, moi par exemple j'ai peur des grenouilles. C'est un fait, c'est nul comme phobie, mais j'ai peur des grenouilles. Je me dis, si jamais je faisais une thérapie avec un casque VR où on me forçait à rentrer en contact, il n'y a pas ce côté menace directe qui pourrait me paralyser, mais il y a entraîner ton cerveau à accepter des idées. Je sais que dans le médical, c'est aussi traité pour, par exemple, gérer des addictions. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui sont assez positives, même pour la rééducation mentale de certaines personnes après un AVC, le fait de les mettre dans un univers où on fait apparaître certaines choses, interagir doucement pour faire revenir doucement des réflexes de neurones. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer.
Donc voilà, la VR, ça sera peut-être pas le jeu vidéo chez soi avec du bon matos, mais je pense que ça va juste venir un peu partout, dans plein de domaines, et ça fera juste partie de notre vie, et ça sera pour le coup démocratisé, puisque tout le monde aura au moins eu affaire à un casque VR dans sa vie, dans un futur pas si lointain, je pense. Juste un tout petit truc à rajouter, c'est qu'effectivement, même pour l'instant, dans le jeu vidéo, la VR, c'est un public de niche. Et ça, du coup, on ne peut pas dire que ça va se démocratiser dans le jeu vidéo. C'est vraiment de la niche. C'est que certains types de joueurs qui sont intéressés. C'est que certains types de développeurs qui ont les moyens de le faire aussi. Donc pour l'instant, c'est juste un terrain d'expérimentation de jeux vidéo et qui se traduit beaucoup mieux dans tous ces autres domaines. Donc finalement, effectivement, ça ne va pas se démocratiser dans le jeu vidéo du tout, quoi. Après, juste pour rebondir, avant de dire ce que je vais dire, les consoles, ça a été ça au début. Donc peut-être que dans un futur plus ou moins lointain... Voilà, mais j'y crois moins aussi. Après, il y a déjà un domaine où ça le fait bien. Je ne vais pas dire explicitement quel domaine c'est parce qu'il y a peut-être des enfants dans la salle, mais ça a clairement permis justement à la VR de se booster. C'est le domaine qui n'est réservé qu'aux gens de plus de 18 ans. Enfin, du moins si Internet n'avait pas un aveugle pour garder le portail. Et ça a permis pas mal d'augmentation. D'ailleurs, tout à l'heure, on a cité le sens du toucher. Ça, pour le coup, ça a été compilé avec, etc. Donc, il y a des choses qui se sont faites de ce côté-là. Et malheureusement, c'est quand même l'un des plus gros financements sur la VR parce que les mecs se sont dit « Ouah, c'est génial, on va pouvoir s'en servir à fond. » Et ils s'en servent effectivement à fond. Donc, malheureusement, en tout cas pour le Japon, d'après les dernières statistiques démographiques. Voilà. C'est vrai que les industries adultes, ce serait pas la première fois qu'ils permettent de démocratiser des pratiques ou d'aider à les développer. Donc c'est aussi effectivement une des pistes qui va permettre le plus à la VR de vraiment s'installer chez les gens, quoi. Très bien. Du coup... alors on a toujours eu le cinéma qui a tenu un rôle de précurseur pour les nouvelles technologies, la 4K, la 3D notamment, donc 3DS qui est sorti après la sortie du 3D en cinéma, la 4K donc avec les PS4 Pro, Xbox One X, ainsi de suite. Est-ce que la réalité virtuelle aujourd'hui peut donner une légitimité de précurseur au secteur du jeu vidéo, contrairement au cinéma? Parce que du coup c'est vraiment là où on a eu en premier la VR. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a répondu à cette question avec tous les trucs qu'on a cités avant finalement, parce que c'est vrai que la VR donc c'est né sur les jeux vidéo, ou alors faut me corriger, mais je crois que la VR est vraiment née dans ce désir du jeu vidéo d'une immersion un peu plus grande, et finalement là on est en train de voir qu'elle va s'intégrer dans plein de secteurs différents. Donc finalement je sais pas ce que tu veux dire par précurseur, mais en tout cas peut-être que si, ouais, premier secteur qui l'utilise, parce que du coup je pense que la réalité virtuelle, on devait avoir des simulations. Ouais, ça a toujours. Enfin, depuis aussi loin que je me souvienne, les simulations. Enfin, avant réalité virtuelle, je pense qu'on peut parler de simulations où les mecs se mettaient dans des fausses voitures, ou notamment à l'armée, on t'apprenait à piloter des avions sur des simulateurs, tout simplement. Avant la réalité virtuelle, je pense qu'il y avait simulation. Et ça utilisait énormément de codes du jeu vidéo. Donc finalement, ouais, je pense que on peut dire que le jeu vidéo a été un précurseur pour la réalité virtuelle, qui va ensuite servir dans plein d'autres domaines. Et du coup, effectivement, il y avait une idée les jeux vidéo étaient là avant, on utilisait ça en premier, mais je pense que les jeux vidéo n'utiliseront pas le potentiel maximal de la 3D, et je pense que c'est pour ça que c'est bien que ça aille dans plein d'autres secteurs, parce que finalement, comme je l'ai dit, par exemple, Ikea, qui vous propose de visiter votre cuisine en 3D avant même que vous l'ayez faite, il vous propose même de construire votre cuisine vous-même avant de le faire. C'est peut-être pas un jeu qui aurait marché, mais du coup Ikea va très très bien s'en servir, et ça va peut-être augmenter leurs chiffres. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important avec ça. Mais du coup, ce que je voulais surtout dire, est-ce que le cinéma aujourd'hui, c'est quand même le précurseur, c'est-à-dire c'est eux qui vont avoir une place importante dans le public, qui vont sortir une nouvelle chose. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo va être légitime pour avoir cette, entre guillemets, première place en tant que créateur de nouveautés? Pour moi, c'est plus ou moins déjà le cas. Parce que certes, le cinéma est très démocratisé, mais le jeu vidéo aussi, en fait. C'est en bien comme en mal. Si ça veut dire que les dérives du jeu vidéo vont aussi se reporter ailleurs, qu'on va récupérer plein d'autres aussi défauts d'autres médiums, parce que le jeu vidéo, on aime bien remixer des trucs. C'est oui, la simulation et la VR, c'était aussi des sujets de recherche avant, d'expérimentation, de recherche, parfois scientifique très sérieuse. Et on a récupéré ça en se disant ah ouais, c'est trop bien pour les jeux vidéo, ouais, grave. Et maintenant, du coup, on est des précurseurs dans le sens où on va essayer de l'utiliser à tout prix.
Et donc le jeu vidéo a déjà ce statut de précurseur, mais sur d'autres domaines que le cinéma. Ça va être des domaines peut-être plus techniques, comme justement les technologies de rendu, de simulation, par exemple la simulation des liquides. Le jeu vidéo a fait énormément pour ça en tant que précurseur, puisqu'on demande à chaque jeu vidéo d'être encore plus beau, encore meilleur. On a déjà ce statut de précurseur en tant que médium. Donc pour moi, on l'est déjà. Est-ce qu'on le sera pour la VR ? Probablement, comme tu le dis. Mais on l'est déjà, en fait. On a déjà cette légitimité. Il y a énormément de gens qui jouent, qu'ils en soient conscients et qu'ils le revendiquent ou non, en fait. Donc voilà. Après aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est comment le jeu vidéo et ce qu'il a fait sur la VR est en train d'influencer aussi sur, enfin, ce qu'ils sont en train de faire sur le milieu du cinéma, qui a toujours été précurseur, à savoir ILM, qui a pas longtemps a développé une sorte d'application où tu peux justement poser, t'es là dans ton truc, les mecs étaient sur Mustafar et ils plaçaient comme ils le voulaient justement un chasseur taille en disant bah, ça aura telle taille, ou du moins ce sera tout aussi proche, et ça passera comme ça, et puis là je vais faire ma plateforme, etc. Je vais la poser. Ça paraît très gadget pour le moment, mais si après ça permet effectivement d'être un peu plus intuitif, aléatoire dans le placement des choses sur une planète qui a été déjà totalement créée et simulée, etc. Ça peut être intéressant. Et également, il y a pas longtemps, à la Pleine Image, donc sur Tourcoing, il y avait eu une séance sur l'application des nouvelles technologies de réalité virtuelle sur le cinéma, et je crois que c'est un documentaire qui bénéficie de ça, où la personne elle met le casque et elle peut rencontrer des personnes qui vont témoigner justement dans ce documentaire. Et donc je sais pas, j'ai pas pu le tester parce que j'étais sur un autre événement, mais ça avait l'air quand même vachement intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce que tu dis les films ont été précurseurs sur certains trucs par rapport aux jeux vidéo. J'ai l'impression que maintenant ça s'inverse. C'est-à-dire que maintenant les films commencent à copier des trucs du jeu vidéo. Je me suis souvenu notamment d'un film que j'avais vu il y a longtemps qui s'appelait Hardcore Henry, je crois. Et c'est un film entièrement à la première personne qui est hyper violent, un peu comme un jeu vidéo. Et du coup, l'humour vient du fait que le mec, en fait, il se réveille dans un avion, dans un truc scientifique et tout. Il enlève des... Enfin, mais c'est que en vue à la première personne. T'as vraiment l'impression d'être dans un jeu. Il enlève des machins qui est sur lui et tout, et là il y a des mecs qui viennent pour le tuer, alors il commence à les tataner et puis il saute de l'avion, enfin voilà, ça part en couille de manière super violente, et c'est assez drôle parce que tu sens que c'est un peu le principe. Et j'étais peut-être à côté de la plaque, mais j'ai vraiment vu ça comme une petite critique de la violence des jeux vidéo et de l'immersion que tu as dans cette violence qui fait de la surenchère à chaque fois. Et du coup là maintenant j'ai l'impression que le cinéma est bien conscient que le jeu vidéo, parce que très honnêtement, imaginons, on a vu avec la table ronde de l'évolution des jeux vidéo hier que c'était pas possible, mais imaginons que dans 100 ans on arrive à faire des jeux vidéo aussi réalistes que des films, ben on n'aura plus besoin de cinéma, on aura des jeux vidéo. Et peut-être que maintenant on pourra tous regarder des films où on pourra choisir la fin du film qu'on veut, par exemple. Je veux dire, il y aura peut-être toujours du cinéma, mais imaginons peut-être que le jeu vidéo va remplacer le cinéma. Et du coup, je pense que le cinéma est en train peut-être de s'en rendre compte. Et il commence à réutiliser des codes qu'on voit des fois dans le jeu vidéo. Je sais pas, je pense à Scott Pilgrim par exemple. Edgar Wright, le directeur, a utilisé beaucoup de codes qu'on voit dans les jeux vidéo pour faire ses transitions, pour faire des habillages graphiques et tout ça. Donc maintenant, j'ai l'impression que le cinéma cherche à s'inspirer du jeu vidéo. Et du coup, bah, si le cinéma cherche à s'en inspirer, c'est bien que le statut de précurseur est peut-être en train de s'inverser. Après ça, c'est plus des films effectivement qui sont tournés sur la partie jeux vidéo, mais un film... il reste quand même quelque chose qu'on pourra pas, enfin qui ne peut pas s'assembler avec le jeu vidéo, du moins selon moi, hein. C'est qu'un film, avant de partir en prod, il y a un storyboard, il y a une nuance du cadre, et briser cette nuance du cadre, ça serait hyper dangereux, même pour le contenu du film, je pense. Par exemple, il y avait une vieille rumeur qui avait circulé à un moment comme quoi Disney voulait faire un film sur Dark Vador, mais avec justement cette notion d'immersion en réalité virtuelle où tu pourrais machin. Si c'est pour qu'il y ait la moitié des mecs qui puissent aller à côté de Vador en disant hey, tu vas mourir dans l'épisode 6. T'es là, ouais, non, et puis même il y a des choses à regarder et tu pourrais en perdre. Je pense que le sens du cadre. Et le fait de devoir respecter le cadre dans lequel on a été mis dans un film, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une volonté de montrer quelque chose. C'est incohérent parce que dans un jeu vidéo, tu peux tourner ta caméra où tu veux, ou alors tu peux évoluer. C'est pas tous les jeux sont pas sous forme de couloir. Et même ceux qui sont maintenant qui te forcent à aller dans une certaine direction te permettent de prendre certes plusieurs chemins, mais tu peux louper des trucs qui sont hyper importants que le réalisateur a voulu mettre dans un cadre précis en faisant son film. Enfin, du moins c'est ma vision après. Hein.
Pour moi, effectivement, le jeu vidéo remplacer le cinéma, c'est pas la question de cette table ronde, mais c'est surtout, il y a des histoires qui peuvent pas être dites en jeu. Il y a des histoires qui sont mieux racontées avec du cinéma, il y a des choses à faire avec le cinéma qu'on peut pas faire avec le jeu vidéo, justement parce que le cinéma est un exercice contemplatif, où justement le fait qu'on n'ait pas d'interaction en fait un médium différent du jeu vidéo, et que du coup on en fait des choses différentes et on peut dire des choses différentes avec. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas des films interactifs justement en VR dans les années à venir qui seront entièrement faits comme des jeux vidéo, mais de façon plus cinéma, pour raconter des histoires différentes. Par contre, c'est vrai que le jeu vidéo influence déjà le cinéma, parce que les façons, par exemple, de tourner les scènes d'action de maintenant sont fortement influencées par le cinéma. Je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui avaient vu The Amazing Spider-Man 2, par exemple. Oui, le cinéma est influencé par le jeu vidéo, pardon. Dans The Amazing Spider-Man 2, par exemple, j'avais été frappée par le combat final avec cette espèce d'entité électrique qu'on suit presque avec une caméra qui la suit vraiment très fort. On a ce travail de sound design qui était très proche du jeu vidéo, d'une cinématique de jeu vidéo, voire d'une séquence de jeu. Et moi, ça m'avait vraiment frappée. J'avais vraiment l'impression d'avoir la manette en main et de me dire, bon, ok, c'est quand est-ce que je joue, quoi. Donc le cinéma est effectivement influencé par le jeu vidéo déjà, sur la technique des prises de vue, sur la façon de raconter un petit peu des histoires aussi, un petit peu plus libres, sur des représentations et des choses comme ça. Mais de là remplacer, est-ce que le jeu vidéo remplace le cinéma? Non, je pense pas. Juste, je reviens vite fait sur le cinéma et la VR. Ça fait quand même déjà quelques années qu'il y a des réalisateurs qui cherchent à faire des courts ou des longs métrages sur la VR. Et comme je parlais tout à l'heure, le changement de support va demander des codes nouveaux en game design. Ce changement de support peut aussi amener de nouveaux codes dans le cinéma, parce qu'il y a déjà des gens qui se disent ok, maintenant comme le joueur il va pouvoir, je abuse de langage, mais comme le spectateur, parce que là il n'y a pas d'interaction, c'est vraiment le contrôle d'une caméra, il n'y a pas de notion de déplacement, c'est juste je regarde où je veux. Les réalisateurs se posent la question, en fait je peux raconter plusieurs histoires en une seule, comment je place mes personnages, comment je place mon rythme, comment j'incite un spectateur à regarder par-ci ou par-là. Il y a des gens qui sont en train de chercher et apparemment il y a déjà des petits trucs qui sont en train d'arriver, et je pense notamment au Forum des images à Paris, il y a déjà des moments, des zones où on peut tester ce genre de cours. Donc oui, le jeu vidéo influence aussi le cinéma avec la VR, puisque dans le placement du spectateur, dans le placement des acteurs, il y a une influence qu'on récupère du jeu vidéo pour réussir à raconter plusieurs histoires en une seule. Donc il y a quand même déjà des choses qui se font. Très bien. Alors, dernière question qu'on va aborder avant de terminer et avant la question du public, c'est quelque chose que je me demandais moi personnellement. Est-ce que la réalité virtuelle ne serait pas une sorte de vol d'essai pour la réalité augmentée qui, dans un jeu vidéo, pourrait peut-être être intéressante, de mon point de vue à moi? Pour moi, non, parce que justement, c'est deux exercices très différents, ne serait-ce qu'en game design. Justement, c'est ce qu'on disait. La réalité augmentée, c'est prendre des éléments du jeu et les amener dans la réalité. Et ça demande aussi des installations qui sont complètes et qui sont différentes de celles de la VR. C'est-à-dire que la VR, on va vous plonger dans un jeu. Donc le but, c'est de faire en sorte que si on vous contraint un environnement, l'environnement du jeu ait les mêmes contraintes spatiales. C'est tout. Alors que la réalité augmentée, il faut qu'on puisse détecter dans quel environnement vous êtes, qu'on puisse dire ok, là tu vas regarder vers une table, il faut qu'on prenne la table en compte, il faut qu'on la détecte, il faut qu'on rajoute des choses dessus peut-être. Et c'est vraiment pas la même chose en termes de game design en fait, pas du tout. Donc du coup, la VR et la réalité augmentée vont progresser un peu de la même manière, parce que les questions qui se posent sur la réalité virtuelle sont un peu les mêmes pour la réalité augmentée, dans le sens où ce qui va démocratiser la réalité augmentée, c'est d'autres applications que le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo va aussi participer. Mais sinon, c'est pas la même chose. Ouais, voilà, c'est effectivement pour faire simple, c'est tu dégages tout ce qu'il y a dans ton salon pour jouer à de la réalité virtuelle, et sinon tu joues littéralement avec ce qu'il y a dans ton salon pour la réalité augmentée. Il suffit de regarder la pub de l'HoloLens de Microsoft, même si à mon humble avis c'est aussi beaucoup d'effets numériques, et que voilà, parce qu'à chaque fois les mecs qui sont là littéralement dans tes toilettes, tu pourras faire de la modée 3D. Ouais, non, quand même pas. Enfin, c'est presque ça te vend presque ça. Hein. Mais effectivement, l'intérêt, c'est toute la gamification qu'on peut faire avec la réalité augmentée, parce que ta table de salon, ça peut devenir tout un univers. Ça dépend de ce que tu vas vouloir en faire et du type de jeu. Putain, RTS dans mon salon, ça serait le fun, ouais.
Je pense aussi que la réalité augmentée, contrairement à la VR, elle sera beaucoup plus démocratisée parce que moins contraignante et aussi beaucoup plus tangible. En fait, c'est même moins effrayant la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Il suffit de voir Pokémon Go, tu avais des petits trucs de réalité augmentée dedans et ça a super bien marché. Tu vois le jeu vidéo qui se ramène dans ta vie réelle. Donc pour moi, la réalité virtuelle va rester quelque chose de niche ou dans des secteurs spécifiques. La réalité augmentée pourra se démocratiser, sera plus accessible, certainement moins cher. Par contre, voilà, va vraiment falloir développer la technologie pour scanner un environnement, pour détecter tes meubles. Mais je crois que ça existe déjà plus ou moins. Je me demande si Kinect 2 n'était pas capable de faire ça. Donc, avec encore un petit peu plus de temps et de moyens, je pense que ça va arriver et que ça va certainement détrôner la VR là-dessus. Dans le jeu à la maison, en tout cas. Tout est bon? Très bien. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Est-ce que la VR peut pas être la couleur du cinéma? Est-ce qu'une fois qu'on aura adopté la VR, est-ce qu'on pourra revenir en arrière? Encore une fois, justement, comme ça a été dit tout à l'heure, ça dépendra de ce qu'on voudra montrer, à savoir justement si on veut mettre plusieurs histoires dedans ou si on veut vraiment cadrer et montrer des choses et cacher les mêmes choses dans ce cadre-là, éventuellement s'il y a plusieurs niveaux de lecture. Après, je pense que les deux sont pas impossibles. Les deux peuvent cohabiter et qu'il n'y aura même pas à un moment on va faire que de la VR pour du film et qu'il faudra y revenir en arrière. Voilà. Après, moi je sais aussi que je m'étais un peu fait peur avec Alien Isolation de mon côté en matière d'immersion. J'ai eu peur. Des sales soirées. Ça arrive, crois-moi. Non, pour moi, la VR, ce ne sera pas la couleur du cinéma, justement parce que la VR n'est pas hyper accessible, en fait. Et même si elle le devient en termes de prix et en termes d'installation, elle restera limitée aux personnes qui peuvent voir la VR. Et elle n'est aussi pas accessible en développement, en termes de développement. Tout le monde n'a pas les moyens de développer sur VR. Tout le monde n'a pas le savoir-faire. Tout le monde l'aura peut-être, mais pour moi, dans le jeu vidéo, ce ne sera pas la couleur du cinéma. Et parce que aussi, on n'a pas on a ce wow effect sur les jeux, mais on l'a pas au point de la couleur sur le cinéma. Tu vois, c'est que c'est une expérience différente qui est excessivement intéressante, mais qui n'est pas adaptée à tout ce qu'on fait en jeu vidéo. Et du coup, on ne peut pas l'adapter à tout ce qu'on fait en jeu vidéo, à mon sens. Et il ne faudrait pas l'adapter à tout ce qu'on fait en jeu vidéo, parce qu'on perdrait une grande part d'expérimentation et beaucoup de possibilités qu'on a sans la VR. Parce que la VR, ça peut être un progrès, mais ça peut aussi nous empêcher de faire des choses. Et ce serait dommage. Je pense que pour le cinéma, ça restera une expérience du genre je vais me faire un kiff aujourd'hui, je vais aller voir une expérience de cinéma en VR parce que j'ai entendu que ce projet-là était super bien. C'est pas accessible, donc ça demande un peu plus de moyens. Je sais pas, c'est comme si on se dit je vais sortir au théâtre, je vais aller faire un truc. Et je rebondis sur le théâtre parce qu'aujourd'hui, il existe. Alors je me rappelle plus malheureusement du nom de cette pièce qui est assez connue, mais ça se passe dans un immeuble et c'est une pièce de théâtre dans laquelle tu choisis qui tu suis. Tu vois des gens qui vivent leur vie, qui ont chacun une histoire qui est plus ou moins reliée entre tout le monde. Tu peux même aller plusieurs fois voir cette pièce et jamais voir la même chose parce que c'est à toi de décider où tu centres ton point de vue. Et pour moi, à la base, on avait le théâtre, ensuite on a eu le cinéma. Et je pense que ça va être la même chose avec ce genre de nouvelles expériences où on peut revenir, où on peut voir plusieurs choses. Ça va marcher en VR, mais ça restera quelque chose pour moi qui sera vraiment la sortie limite du mois ou de l'année où je vais me faire ce petit truc. Ça restera relativement exceptionnel. Je pense que ça pourrait être des expériences vraiment hyper intéressantes. Il y aura peut-être l'effet waouh, on ne sait pas, mais ça restera relativement rare en termes de consommation, je pense. Il y a aussi un truc à considérer, c'est que la VR, c'est extrêmement fatigant, en fait. Et du coup, on ne va pas pouvoir en avoir une utilisation constante. Parce que oui, ça nous demande de bouger la tête, ça nous demande de bouger notre corps, ça nous demande vraiment une implication physique et mentale énorme. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas de tous les films. Et si tu as envie juste de regarder ou jouer un truc pour te détendre, peut-être que la VR, ce n'est pas toujours le plus indiqué. Donc effectivement, la VR peut se démocratiser, mais ce ne sera pas toujours la solution, ni toujours l'expérience qu'on aura envie de vivre, en fait. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie tous. Je ne sais pas si j'ai le temps encore pour une petite question. Bon, très rapidement, du coup.
Est-ce que ça pose pas plus de problèmes aux développeurs de condenser l'utilisation à 25 minutes de jeu pour un jeu qui en demande 100 heures? Ça va être rapide, mais pour moi, pour faire un bon jeu VR, il ne faut pas prendre un jeu existant développé sans la VR pour lui coller de la VR dessus. Faut penser le jeu pour la VR à la base, puisque c'est vraiment un support particulier avec ses codes et ses règles particulières. Effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, un casque VR c'est un peu lourd. Certaines personnes, quand elles jouent trop longtemps, ça peut faire un peu mal aux yeux, parce qu'au final l'écran est très proche des yeux. Donc oui, il faut repenser des expériences plus courtes, à mon avis. Donc pour moi, Skyrim en VR, disons que ça peut être intéressant si on a envie de le redécouvrir d'une façon un peu différente, mais pour moi, ça ne sera pas ça l'avenir du jeu vidéo en VR. Ça va être vraiment des expériences designées et conçues pour. Peut-être qu'un jour, le support évoluera, hein, peut-être qu'il sera plus léger, peut-être qu'il sera moins contraignant. Pour l'instant, c'est un peu fatigant, mais qui sait, peut-être que les sessions de jeu pourront se rallonger si on arrive à affiner un petit peu le matériel, en fait. Bon, bah parfait, très bien. Donc désolé pour les autres questions, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie intervenants pour toutes ces informations, ce fut très instructif et très sympathique pour moi en tout cas. J'espère pour vous également le public. Et donc merci à tous de nous avoir écoutés. Maintenant on va avoir une LAN partie de Team Fortress 2. Et donc du coup on vous retrouve sur la conférence direction artistique à 13h, de 13h à 14h avec Simon et non moi, et donc d'autres invités également, dont certains ici. Et droit à ma gauche, sinon on le verra aller. Voilà, merci à tous.